Écoute Défense avait lancé ça bien avant nous. Oui, ben merci d'abord pour votre invitation. Donc, Voilà. je suis le médecin en chef Martinez, donc je suis coordonnateur national du soutien médico-psychologique des armées. C'est-à-dire à ce titre, je suis en charge de mettre en place tous les dispositifs de soutien médico-psychologique après des événements qu'on appelle, mais que vous connaissez, à potentialité traumatique sur le plan psychique. Et je suis responsable également du plan d'action sur la prise en charge suivi des blessés psychiques dans les forces armées. Et puis, je m'occupe aussi du comité, en tout cas au profit du service de santé des armées, du comité de direction, si on peut le dire comme ça, des risques psychosociaux qu'on a mis en place. Et donc, je suis responsable également du dispositif Écoute Défense. Alors, je vais vous le présenter rapidement. C'est un dispositif qui existe depuis 2013, à l'origine qui a été créé pour la question des troubles psychiques post-traumatiques. Alors, au profit de l'ensemble des militaires, des anciens militaires, aussi des personnels du service de santé des armées, et c'était de pouvoir d'organiser en fait la possibilité pour eux de pouvoir, à travers un numéro de téléphone, de rentrer en contact avec un psychologue du service de santé des armées. Alors voilà, c'est une plateforme, on a 42 psychologues qui arment, on va dire, ce dispositif, et pouvoir alors accueillir, écouter et orienter. Voilà, c'est trois phases qui nous paraissent essentielles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du soin par téléphone, de la psychothérapie par téléphone, mais la question de l'orientation a été dès le début quelque chose d'extrêmement important. On a ouvert ensuite, on a ouvert un petit peu, augmenté le périmètre d'action d'Écoute Défense qui est passé assez rapidement en lien avec une cellule qui s'appelle Thémis au sein du ministère des Armées, qui est une cellule institutionnelle pour répondre aux questions de harcèlement, discrimination et violence de nature sexuelle. Donc, Écoute Défense aussi accueillait, dans une perspective évidemment de prise en charge médico-psychologique, le personnel qui appelait pour ces questions-là. On l'a ouvert également aux familles de militaires. À 2015, les familles de militaires peuvent aussi téléphoner, et puis on a mis tout en place un dispositif aussi de prise en charge, même dans le milieu civil par des psychologues civils, de prise en charge financière, de consultation pour des familles dans certaines conditions, des familles endeuillées, des familles qui accompagnent des blessés physiques et ou psychiques des armées, et puis des familles qui subissent peut-être l'absence du conjoint militaire qui peut avoir des répercussions dans les familles. Bon voilà, donc on a mis ça également en place. Et puis on l'a ouvert à la question de la souffrance au travail. La question de donc au profit de tout le personnel du ministère des Armées, hein, pas évidemment qu'au niveau du personnel santé, mais j'en parlerai également tout à l'heure. Donc, si vous voulez, deux voies de réponse, en fait. Une réponse, on va dire, médico-psychologique, à travers cette plateforme téléphonique, anonyme et gratuite, même si, je pense que tu en parleras aussi, la question de l'anonymat, évidemment, à partir d'un moment, il faut pouvoir parfois le lever, hein, surtout quand on a des idées comme ça, de passage à l'acte suicidaire, de choses comme ça, il faut essayer, en tout cas, de lever cet anonymat, mais je pense peut-être que tu en parleras. Et puis donc cette réponse médico-psychologique, encore d'écoute, d'accueil et d'orientation, mais également une réponse institutionnelle. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque armée, direction et service, du ministère des Armées, il est mis en place un point de contact, souvent ce qu'on appelle des inspecteurs, donc qui ne dépendent pas directement de la chaîne hiérarchique, c'est un peu compliqué chez nous, hein, qui ne dépendent pas directement de la chaîne hiérarchique des armées, mais qui dépendent directement du ministre, et qui peuvent conduire des enquêtes de commandement. Quand, effectivement, un personnel vit une situation de souffrance au travail, ou pas de harcèlement, enfin voilà, au sens très large des choses, il y a la possibilité pour les armées de conduire des enquêtes de commandement pour pouvoir non seulement apporter une réponse d'accord médico-psychologique, mais je crois que c'est aussi important de pouvoir apporter une réponse institutionnelle à ces dysfonctionnements et à ces difficultés et à cette souffrance. Voilà un petit peu comment on est organisé. Pour parler spécifiquement du service de santé des armées, bon, nous, on a évidemment la question des troubles psychiques post-traumatiques, que vous pouvez connaître aussi. Hein. Nous, évidemment, on a beaucoup de médecins déployés en opération extérieure. Je pense que vous le savez, il y a une très forte suggestion opérationnelle actuellement. Et donc, ils peuvent être confrontés à ces événements en lien avec la mort qui peuvent faire une effraction psychique et puis
conduire à cette blessure psychique qui se manifeste par ce qu'on appelle trouble de stress post-traumatique, syndrome psychotraumatique, enfin voilà. Donc on a mis en place une directive qui est sortie dernièrement, spécifique pour prendre en charge le personnel de la fonction santé du SSA, c'est-à-dire le personnel du service santé des armées, le personnel aussi de l'armée de terre qui travaille, les auxiliaires sanitaires qui travaillent au profit du SSA. Donc on a organisé tout ça, voilà, c'est assez nouveau, hein, donc on va voir comment ça va se passer, avec une question évidemment de prévention, la question du repérage de cette question psychotraumatique qui est parfois un petit peu complexe, vous connaissez le temps de latence qu'on peut rencontrer, etc., une sorte de repérage systématique, et puis de prise en charge spécifique par psychiatres et psychologues du SSA ou du secteur civil, évidemment. Parce que, comme on le sait, c'est parfois compliqué pour un personnel militaire du service santé des armées d'être pris en charge par du personnel soignant de son corps, avec toute la question de la confidentialité qui peut se poser, enfin, et puis les difficultés déjà d'être soignant et se faire soigner. Le professeur Sicard en parlait, c'est compliqué, mais se faire soigner en plus par quelqu'un de son corps, ça peut l'être encore plus. Donc voilà, donc on a tenté en tout cas d'organiser tout ça. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on met en place actuellement des recommandations du service santé des armées pour la prévention du risque suicidaire. Alors, avec des plans d'action, donc là encore, hein, on est en train d'organiser des plans d'action au profit de chacune des armées, de la gendarmerie nationale. Vous savez qu'il y a effectivement un nombre important de suicides en gendarmerie nationale, mais aussi du service santé des armées. Alors, service santé des armées, c'est à peu près, on va dire, 16 000 personnes, hein, 16 000 personnels. Alors, même s'il est toujours difficile de connaître le nombre de conduites, on va dire, auto-agressives, au sens très général, c'est compliqué, parce que de toute façon, on n'est pas une population captive. Hein. Le personnel du service santé, comme les militaires, peuvent aller se faire soigner dans le civil, donc c'est compliqué. En tout cas, le nombre de suicides, je vais vous donner les chiffres, hein, pour le service de santé des armées, il y en a 3 pour l'instant en 2018. En général, donc un peu plus cette année que les années précédentes, et puis que on n'a pas terminé 2018. En général, c'est 1 par an pour le service de santé des armées. Donc bon, alors je ne sais pas si le chiffre est important, peut-être, mais enfin c'est toujours trop, hein, de toute façon, de ce côté-là. Donc le service santé va aussi mettre en place un plan d'action pour répondre à cette question du risque suicidaire, selon 7 axes. On va de la prévention, la mise en place de sentinelles, enfin de personnel sentinelle pour cette question-là. Bon, évidemment, la plateforme d'écoute défense qui est aussi importante, enfin, comme la vôtre SPS, avec une formation peut-être qui mérite encore d'être densifiée sur la question de l'écoute du personnel suicidaire, qui mérite encore d'être densifié pour nos psychologues, même s'ils sont supervisés. Si vous voulez, les psychologues du SSA répondent à ces appels, et puis moi je suis en place aussi de supervision, mais également les psychologues peuvent m'appeler pour me dire voilà, là on a une difficulté, on a un problème, voilà, et puis je peux prendre en charge, on va dire, des situations un peu plus complexes, quoi. Voilà, comme ça se fait certainement chez vous aussi, hein, on est dans le même système. Et puis cette question ensuite de ce réseau, donc on travaille évidemment avec des civils. La question c'est d'avoir un maillage territorial important, donc que l'on a partagé avec vous, de psychologues et de psychiatres civils qui sont susceptibles de prendre en charge, bon, ben d'abord c'est avec les militaires, et puis ensuite vos professionnels de santé, donc avec des psychologues et des psychiatres libéraux, et puis la question, ça va être également de la prise en charge par le ministère des Armées, par l'État, de ces consultations. Voilà, donc voilà tout ce qu'on a pu mettre en place, et puis pour la recommandation aussi, le programme Papageno aussi, hein, sur lequel évidemment on travaille. Donc voilà, il y a ces plans d'action. Donc vous voyez des choses qui sont déjà constituées, des évolutions également, des choses qui vont être mises en place. Et puis la question, en tout cas on y réfléchit notamment au niveau du SSA, d'un partenariat qu'on pourra avoir avec SPS. Il faut encore qu'on travaille là-dessus ensemble, parce qu'il est possible qu'effectivement nos personnels en particulier, difficile peut-être encore une fois d'être écoutés et entendus par des psychologues du service de santé des armées, et peut-être essayer de réfléchir sur le fait de basculer vers la plateforme SPS pour élargir encore nos modes d'action et de réponse à la question de la souffrance au travail et du risque suicidaire. Concernant les gendarmes, alors je disais c'est un suicide par an dans le service de santé des armées. Les gendarmes, 31 suicides là en 2018, pour l'instant, 2018, sachant qu'il y en avait, on n'est pas encore en fin d'année, il y avait 17
en 2017. Donc on voit qu'il y a une augmentation extrêmement importante, qui n'est pas très bien encore définie, on ne sait pas tellement, mais on voit que comme la gendarmerie a pris ça à bras-le-corps, il y a, je crois, 15 jours, 3 semaines, il y a eu un séminaire qui a été organisé par la gendarmerie en présence du directeur de la gendarmerie. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a un séminaire où cette question-là, vraiment, a été posée officiellement au niveau de l'institution militaire à travers ce séminaire. Donc c'est déjà le début de quelque chose, je crois, de vraiment une prise de conscience. Et comme tu le disais, voilà, les mots sont dits, on a posé les choses. Alors évidemment, on dit l'armée, la grande muette, etc. Bon, parfois ce n'est pas faux, mais en tout cas, de ce côté-là, enfin, les choses ont pu être dites. Et je crois qu'au niveau de la gendarmerie, donc j'espère que ce plan d'action là qui va être mis en place à travers ces recommandations va pouvoir porter ses fruits.